l'installation qui va être faite dans les prochaines semaines et les prochains mois de caméras de surveillance de territoire, mais de personnes. On parle de reconnaissance faciale, comment ces données sera traitées par de l'IA. Est-ce qu'il y aura une interprétation derrière? Est-ce que je risque du jour au lendemain de recevoir une convocation, de dire je suis convoqué au commissariat pour quelque chose que j'ai pas fait? Un exemple de pays, de territoire qui a réussi à trouver cette balance équilibrée et équilibre entre sécurité via l'utilisation de nouvelles technologies, de caméras de surveillance et de reconnaissance faciale, d'ailleurs qui sont très avancées. Écoute, et cette notion de liberté individuelle. On a besoin de plus de transparence par rapport à l'usage. C'est qui est derrière, qui va utiliser ces données-là, quelles sont les limites en fait. L'IA d'aujourd'hui, peut-être encore plus celle de demain, donnera la possibilité de donner des informations très personnelles de l'individu qui aura été photographié, flashé et filmé. C'est ça en fait. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des erreurs parce que l'IA n'est pas Dieu. Bienvenue Amine Riyati. Merci beaucoup, c'est la Plaisir de recevoir un start-upper. Merci. Je rappelle fondateur de CIO. Fondateur et CIO, c'est ça? CEO, founder et maintenant co-founder parce que j'ai 2 nouveaux associés depuis quelques temps, donc je suis plus tout seul. Donc vous avez ouvert l'actionnariat de la start-up. Exactement, c'est plus sympa. Plus sympa. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. CEO donc de Quix, plateforme IT innovante qui fait de la mise en relation en temps réel, c'est ça? Exactement. Entre recruteurs indépendants, chasseurs de tête. C'est une marketplace qui connecte des entreprises, peu importe le secteur ou le pays, avec des chasseurs de tête indépendants spécialisés par secteur et par pays, et qui sont boostés par de l'IA, par de la tech, par de la table pour être super quick en termes de. Donc ça veut dire aussi une montagne en tout cas de data et de données personnelles également qui transitent via cette plateforme et ces échanges entre les recruteurs. Très chaud chez nous. Ouais. Très chaud et d'actualité aujourd'hui ou qui doit l'être en tout cas peut-être beaucoup plus. Certains considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de débat public sur ces sujets de données personnelles. Alors là, c'est l'installation qui va être faite dans les prochaines semaines et les prochains mois de caméras de surveillance de territoire, mais de personnes. De visage. Dotés de reconnaissance faciale. Absolument. Ouais. Donc, est-ce qu'effectivement là-dessus, c'est le débat de cette émission, de ce format, 7e sens, qui a l'ambition, la volonté et la détermination de donner du sens là où il doit y avoir du sens, et est-ce qu'il doit être sensé. Amine Riyati, donc avec vous, est-ce qu'effectivement ces données personnelles qui transitent un petit peu partout, qui vont transiter encore plus sous une autre forme d'ailleurs, avec ces caméras de surveillance, reconnaissance faciale, est-ce qu'il faut être inquiet pour ses libertés, l'exercice de ses libertés individuelles? On peut être inquiet maintenant. La donnée numérique, elle est là depuis toujours, que ça soit nos achats, nos passages n'importe où, enfin c'est de l'analyse qui est collectée, c'est de la donnée qui est collectée. Maintenant, ce qui peut faire flipper un peu, c'est l'interprétation par de l'IA qui est automatisée et qui peut être faite à un autre insu. C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire de la data vous êtes en train de dire de la data qui va être collectée par la reconnaissance faciale via les caméras qui vont être installées. Ça, c'est pas très gênant parce que de toute façon, il y a actuellement de la data qui est collectée au vu et au su. Mais on ne sait pas comment elle est utilisée. Est-ce qu'il y a des audits qui sont prévus tout le temps? Est-ce qu'il y a une limitation à ça? En fait, on ne sait pas réellement ce qui est prévu par rapport à ça. Et donc, forcément, on a peur pour notre liberté. Donc, mais j'aime à dire aussi, c'est que nous, les Marocains, on a un peu l'habitude d'être on va dire. La surveillance qui est là. La surveillance humaine et l'intelligence humaine, on est habitué à cette intelligence humaine en matière de surveillance. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de faire passer ce genre de choses, parce que quelque part les Marocains c'est un peu quelque part habitués, mais je pense ils prennent pas l'ampleur de cette chose-là, parce que finalement est-ce qu'on doit au nom de la sécurité restreindre le terrain des libertés ou la liberté, quand on joue à ce jeu-là, en général, souvent on perd les deux. Mais qu'est-ce qui va changer selon vous, Amine Riyati? Alors c'est intéressant que vous parliez effectivement de cette surveillance. On parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'IA, mais jusqu'à présent, c'est l'intelligence humaine. Donc c'est l'IH. Alors je sais pas si ça existe l'IH, mais en tout cas, qui assurait, qui garantissait avec efficacité la surveillance de chacun d'entre nous et sur l'ensemble du territoire. On a besoin vraiment d'être rassurés par rapport à ça. Nous, citoyens, de savoir que notre donnée est utilisée à bon escient. Parce que si on prend l'exemple de la Chine, qui a eu qui a aujourd'hui en termes de scoring, un Chinois est scoré selon. Parce qu'il est tracé. Il est tracé. Il y a eu aussi le scandale de Clearview AI. Je ne sais pas si tu as certainement entendu parler. Donc avec l'absorption de milliards et de milliards de données pour
pour entraîner des IA qui ont été vendus d'ailleurs, et finalement notre visage s'est retrouvé dans des bases de données alors qu'on n'a pas donné notre accord. Donc c'est vraiment, c'est pas une opposition au final, c'est vraiment de trouver un équilibre entre la sécurité et la liberté de nos concitoyens. Est-ce qu'on a un exemple, si on benchmark là-dessus, Ahmed Riyati, est-ce qu'il y a un exemple de pays, de territoire qui a réussi à trouver cette balance équilibrée et équilibre entre sécurité via l'utilisation de nouvelles technologies, de caméras de surveillance et de reconnaissance faciale, d'ailleurs qui sont très avancées, écoute, et cette notion de liberté individuelle et de liberté tout court pour l'individu. Il y a le UK, je sais qu'il y a eu un équilibre qui a été installé à ce niveau-là. La France, dès le départ, ils étaient totalement contre. Donc, la France, on a toujours l'habitude de... Mais ils s'y sont mis, je vois, pour les JO de Paris, ils ont multiplié l'installation de caméras. Ça a pris énormément d'années pour que ça soit mis en place. Nous, au Maroc, on a cette capacité on a l'impression d'être une start-up et on produit, on travaille en mode agile et on va à la next step. On étudie et puis s'il y a des choses à modifier, on le modifie en cours de route. C'est ce qui se passe actuellement c'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui. Donc pour si je prends par exemple le Covid, comment il a été géré, j'ai l'impression que cette partie-là, parce que c'est en préparation de la Coupe du Monde finalement, de la CAN, de la Coupe du Monde qui arrive, on a besoin d'avoir cette notion de sécurité, mais vraiment pour identifier les personnes dangereuses rapidement ou voir des comportements pour anticiper en fait des situations. Et on préfère finalement que ça soit, vaut mieux que ça soit fait plutôt que parfait. Donc c'est ça l'histoire. C'est que on fait. En tout cas, apparemment, c'est lancé d'ici dans les prochains mois. En tout cas, l'installation de caméras à la fois sur Rabat, ici même, sur Rabat. Casablanca également, et ensuite peut-être déployé à d'autres villes. Exactement. Ça commencera par la CAN, en tout cas sur ces deux grandes villes. Il va falloir que la loi suit derrière. C'est quelle loi justement ? Parce que là, on parle de CNDP qui est censé être l'organisme qui protège la donnée. Malheureusement, c'est une loi qui est un peu obsolète aujourd'hui, d'ailleurs, qui est très peu applicable. Et donc, il va falloir s'adapter à l'IA, parce que la CNDP est adaptée pour la protection de la donnée, mais pas au progrès de l'IA qu'on voit aujourd'hui, qui va éviter... CNDP, cette Commission nationale de protection de la donnée à caractère personnel a sorti un communiqué, je crois que c'était le 18 mars dernier, donc c'était c'était la semaine dernière, c'était jeudi ou vendredi dernier, en disant voilà, mais nous effectivement, ils ont rappelé également que qu'il y a des travaux qui sont en cours de réflexion, il y a un benchmark aussi pour pouvoir être à l'écoute d'experts nationaux et internationaux, mais aussi que précédemment, en 2020, 2021, 2022, ils avaient aussi attiré l'attention sur l'usage de technologies comme la reconnaissance faciale et sur l'utilisation, le stockage des données à caractère personnel. Donc, la CNDP avait déjà alerté. Ouais. Donc, vous dites, c'est ce que je dis, en fait, alerter, c'est une chose. Oui. Mais quelle est la loi derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme loi ? Je rappelle qu'aujourd'hui, Ahmed Riyati, il n'y a pas de loi encadrant l'intelligence artificielle. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de loi, je dis que la loi est très peu applicable. Oui. Les usages qu'il y a actuellement, on parle vraiment de choses basiques de protection de données personnelles. Mais là, on parle de reconnaissance faciale, comment ces données sera traitées par de l'IA. Est-ce qu'il y aura une interprétation derrière ? Est-ce que je risque du jour au lendemain de recevoir une convocation, de dire je suis convoqué au commissariat pour quelque chose que j'ai pas fait ? Donc c'est ça, c'est le Big Brother qui est en train de s'installer ici. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme garantie selon vous, Ahmed Riyati ? Parce que je rappelle que vous traitez de la data personnelle aussi, donc ça va être intéressant de voir dans votre business comment vous traitez toute cette data de curriculum vitae, de références, sur les références sur les CV. On a aussi le nom, on a aussi le prénom, on a aussi l'âge, on a aussi l'email, on a le numéro de téléphone. Nous, on l'a fait dès le départ en fait. On a puisqu'on connecte des entreprises avec des recruteurs indépendants, leur travail c'est d'identifier des candidats qui correspondent aux besoins de l'entreprise. Mais ce qu'on a fait, c'est que toutes les données proposées ce qu'on appelle une donnée qualifiée, c'est-à-dire le candidat a été validé par le recruteur, la donnée arrive à l'entreprise, mais sans mail, sans adresse, sans téléphone. C'est quoi ? C'est des compétences anonymes, c'est ça en fait ? C'est des compétences anonymisées. Et donc ça, c'est fait par notre IA qu'on a développé nous-mêmes, qui s'appelle R2DS. R2DS, ça veut dire Resume to Data Structure. C'est-à-dire elle prend le profil, elle crée un environnement, un rapport sur le candidat, et elle cache ses données personnelles. Et donc, c'est que lorsque l'entreprise souhaite rencontrer le candidat et que le candidat est d'accord. Que vous dévoilez les références et la data. Mais est-ce que ça peut se faire avec les caméras de reconnaissance faciale ? Donc on est sur des échelles, je veux dire, qui sont limite sans horizon. En fait, on a besoin de plus de transparence par rapport à l'usage. C'est qui est derrière, qui va utiliser ces données-là, quelles sont les limites en fait.
Parce que là, c'est même pas juste de la reconnaissance faciale, c'est de la reconnaissance faciale par de l'IA. Oui. C'est pas un humain. C'est-à-dire que ça change quoi? C'est pas juste de la collecte de données. Oui. C'est de l'interprétation derrière. C'est-à-dire c'est l'IA qui va interpréter et qui va donner finalement des indicateurs pour que la personne prenne des décisions. C'est-à-dire vous êtes, je vais dire entre guillemets, photographié ou flashé, en tout cas dans une rue, dans un quartier de Casablanca ou de Rabat d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. L'IA d'aujourd'hui, peut-être encore plus celle de demain, donnera la possibilité de donner des informations très personnelles de l'individu qui aura été photographié, flashé et filmé. C'est ça en fait. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des erreurs parce que l'IA n'est pas Dieu. Et c'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait s'il y a une erreur? Et là, il faut. Donc c'est vraiment ce sujet-là qui est là, c'est de trouver le parfait équilibre entre la liberté et la sécurité. Est-ce que pour vous, il y en a qui, enfin, pour vous, en tout cas, c'est intéressant d'avoir votre point de vue, Amir Hayati, par rapport à celles et ceux qui considèrent que notre pays est en train de prendre un virage technico-sécuritaire avec l'installation de caméras de reconnaissance faciale. C'est pas parce que c'est technologique, c'est légitime. Ouais. Technologique, c'est bien, mais il faut, encore une fois, il faut qu'il y ait un accompagnement des deux côtés. Il faut que ça soit bien légiféré, que les choses soient transparentes, surtout pour le concitoyen, parce que aujourd'hui, le Marocain a tendance à faire confiance, mais dès qu'il va y avoir, si jamais il y a des usages qui sont un peu bizarres, il peut y avoir des révoltes par rapport à ça. Donc c'est vraiment dès le départ. C'est-à-dire vous dites en fait attention à ce qui peut se passer au niveau de celles et ceux qui vont collecter cette data. C'est comment elle est utilisée. Qui l'utilise? C'est-à-dire l'usage. Mais vous, limite le collecteur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est intéressant, parce qu'apparemment, c'est une technologie marocaine. Okay. Je rappelle que la réflexion qui avait été menée sur l'installation de caméras à reconnaissance faciale, elle date déjà bien avant le Covid. Ensuite, ça a été suspensif avec ce Covid qui s'est installé malheureusement pendant plusieurs années, enfin à peu près 2 ans, même s'il n'est jamais parti. Donc ça a été un peu suspendu, mais ensuite c'est reparti. Donc du coup, voilà, il y avait des entreprises et des compagnies étrangères qui s'étaient positionnées, et puis le Maroc avait décidé effectivement de donner la possibilité à un opérateur marocain la possibilité de justement d'installer et de fabriquer ces outils de reconnaissance faciale pour protéger la data en jeu de souveraineté. Oui, absolument. Ça c'est déjà un très très bon point. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et d'ailleurs, on est ravis que sur des sujets aussi techniques, que ça soit des entités marocaines qui le gèrent. Et on a totalement les compétences pour ça. Vous connaissez où, parce qu'entre start-upers, vous êtes honnêtement, je connais pas personnellement, mais je suis ravi de voir des structures marocaines se positionner comme ça. Il y a aujourd'hui, technologiquement parlant, honnêtement, on est bien en avance par rapport à plein de pays, et on est ravi de voir des start-up marocaines non seulement réussir au Maroc, mais surtout cartonner à l'international. Donc en tout cas, c'est une start-up et c'est une entreprise Haïti, parce que c'est en fait une start-up qui va avoir la charge et qui a obtenu le bon de commande. Marché public d'installation de caméras de surveillance à reconnaissance faciale. Maintenant, certains pourraient dire aussi, mais on a des compagnies aussi étrangères qui collectent de la data et qui se nourrissent de notre data depuis des années. Je pense aux Big Five, par exemple, d'ailleurs, qui ont construit même leur modèle économique, un peu là-dessus, mais aussi où on se dit, voilà, d'un côté, on va avoir une compagnie marocaine, start-up, qui va collecter de la data, on ne sait pas comment ils vont l'utiliser, la stocker, l'utiliser, et de l'autre côté aussi, on est pris en sandwich avec les Big Five, parce que chaque fois qu'on est sur TikTok, une application technologique, ou sur Meta ou autre, on délivre aussi de la data personnelle. Pourquoi faire tout un flanc pour les caméras à reconnaissance faciale et le reste d'être de pas dire grand chose face aux Big Five qui elles absorbent et captent. Les Big Five, il y a deux choses différentes. En fait, les Big Five, depuis toujours, le modèle, c'est que on a accès à des solutions qui nous aident quotidiennement tous les jours, quotidiennement. Donc du coup, on ne paye pas ces services-là. Donc il faut comprendre quelque chose. Quand on est sur une plateforme et qu'on ne paye pas, c'est qu'on est le produit. Donc forcément, quand c'est gratuit, c'est suspect. C'est ça en fait. Non, c'est pas que c'est suspect, c'est ça le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit. C'est clair. J'utilise des fonctionnalités gratuites, donc je partage ma donnée gratuitement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a un principe qui se met en place sur l'utilisation de la donnée éthique. Et donc, beaucoup d'entreprises éthiques, techniques, start-up, tech, en fait, vont réfléchir à ce qu'on appelle le privacy by design. C'est-à-dire, dès le départ, dès le commencement du développement du projet, c'est de penser à la protection de la donnée des utilisateurs.
Et c'est un peu ce qu'on a fait chez Quix en toute humilité, c'est que dès le départ, on s'est dit comment protéger la donnée des candidats. Mais la protection, c'est pas juste pour protéger leurs données personnelles, mais c'est surtout pour les protéger vis-à-vis des biais discriminatoires vis-à-vis des entreprises qui recrutent. C'est-à-dire de dévoiler l'origine ethnique, par exemple, ou le sexe d'ailleurs, parce qu'il y a certains qui considèrent qu'effectivement ça peut être discriminatoire. On l'a vu souvent que, sans forcément être vraiment raciste, on a tendance à vouloir recruter des gens qui nous ressemblent. Et donc, l'idée, c'est de donner une chance à ces profils-là, de pouvoir au moins se défendre durant un premier entretien. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec R2DS. Et donc, les entreprises aujourd'hui vont maintenant commencer à développer en pensant à ce privacy by design. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'étais invité à un groupe qui s'appelle le Future of Search. C'est un groupe qui a été créé par la CBI pour réfléchir à tout ce qui est le futur de l'ITO. Et donc, on est sorti. C'est-à-dire l'Internet des objets qui va être. Non, l'ITO, c'est l'outsourcing, en fait. Oui. C'est l'outsourcing. Et on est sorti avec un mouvement qu'on a appelé la data lige. Et en fait, la data lige, c'est quoi? C'est un mouvement qui est là pour la gouvernance de la donnée utilisée de manière éthique. Et dans ça. Ça va contre-courant de du binôme. Installé à Washington. Ah oui. Oui. C'est eux qui poussent aussi. Donc, je veux dire, est-ce que, à contre-courant, je veux dire, eux, ils sont pour la dérégulation au niveau de l'intelligence artificielle, à savoir Elon Musk et le président Donald Trump. Là, on est sur la reconnaissance faciale aussi. Mais il y a deux choses différentes. Oui. Je me permets. Bien sûr, je me permets. En fait, l'utilisation de la donnée de manière éthique ne veut pas dire que je ne peux pas utiliser votre nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail si vous êtes OK. C'est comment je vais utiliser ces données sans qu'il y ait un tort vis-à-vis de vous. C'est ça vraiment le sujet. Ça constitue une menace ou un danger pour ma personne. Exactement. C'est sans utilisation qui doit être éthique. Et donc moi je suis un ferveur je suis pas pour des pratiques comme RGPD ou CNDP parce que je pense que c'est un frein pour l'utilisation de la donnée. C'est pas une protection? C'est une protection mais qui freine énormément le progrès de la tech. En revanche, installer l'utilisation de ces données de manière éthique et donc labelliser les structures, par exemple, comme ce mouvement qu'on a créé, c'est-à-dire dataliger les structures. Elles deviennent label datalise, ça veut dire qu'elles utilisent la donnée de manière éthique. Ça, c'est un vrai sujet. Ça parle aux consommateurs, ça, à l'usager, de se dire, le fait que c'est un peu comme le label RSE au niveau des entreprises. Les RSE, ça n'a pas été non plus un truc, ça n'a pas constitué un tsunami en termes d'adhésion du monde de l'entreprise. Exactement, mais c'est quelque chose quand même qui se développe parce qu'on voit pas mal d'ailleurs dans les recrutements pas mal de demandes d'entreprises qui cherchent des profils RSE au Maroc. C'est quelque chose qui est très installé en France parce que j'étais à Maroc. Et donc ça commence vraiment à s'installer ici. Et aujourd'hui, ce label-là a pour but vraiment de dire cette entreprise utilise la donnée de manière éthique. Et c'est ça ce qui est exceptionnel. C'est-à-dire, peu importe la donnée qu'elle a aujourd'hui, elle va la développer. Ça, c'est au niveau du secteur privé. Est-ce que c'est modélisable au niveau des pouvoirs publics et de l'État? Tout à fait. Je rappelle aujourd'hui, d'ailleurs, j'en suis convaincu. Ministre de la Justice, lui s'est exprimé il y a quelques temps sur une réflexion menée sur l'instauration d'un cadre juridique pour l'encadrement de l'IA, l'intelligence artificielle, pas générative, l'intelligence artificielle tout court, pour lutter contre éventuellement des usurpateurs d'identité à la perspective des élections politiques. Absolument. Est-ce que la valeur aujourd'hui... C'est là où je reviens en fait. Moi je pense à la libération de la donnée, mais que ces données-là doivent être utilisées de manière éthique. Donc il faut l'engagement de l'État, des pouvoirs publics. Il faut un engagement de l'État, des sociétés, il faut légiférer sur ça. Et donc si la data est utilisée de manière à créer des soucis à une personne lambda, il faut qu'il y ait des pénalités. On annonce, il y a un calendrier, un agenda de déploiement de ces caméras de surveillance des territoires et des personnes, même si on ne dit pas les personnes, mais c'est de surveillance des territoires, d'ici à partir de cet automne, en tout cas pour Rabat et Casablanca, avec une installation définitive pour 2027. Donc ça, c'est l'agenda. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, déjà, le train juridique a déjà pris du retard? Parce que aujourd'hui, c'est pas sujet à débat au Parlement. Ouais. Même au niveau des commissions, il y a une commission IA qui existe.
priori, il parle beaucoup plus de DeepSeek et de robots conversationnels avec la nouvelle version que de ce véritable enjeu de caméra à reconnaissance faciale qui va générer beaucoup de data personnelles de nos concitoyennes et concitoyens. Est-ce qu'il faut réaccélérer le train juridique? Exactement. Il y a un train de retard et il va falloir accélérer un peu pour rattraper tout ça, parce que il peut pas y avoir de projet totalement autonome sur ce sujet-là sans qu'il y ait de loi qui soit adaptée. Donc effectivement, je pense que c'est un sujet qui doit être vraiment public. C'est un sujet qui doit parler aux concitoyens. C'est un sujet qui doit être débattu sur les réseaux sociaux, sur la télé, juste vraiment parfaitement rassurer les concitoyens, parce que c'est les premiers concernés par rapport à ce sujet. Par rapport à ce sujet donc d'installation de 2500, c'est ça, 2600 caméras de reconnaissance faciale. Mais est-ce qu'il va y avoir aussi dans la mise en place, fait l'ouverture du débat public là-dessus sur ces données à caractère personnel collectées par les caméras de surveillance à reconnaissance faciale, mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une dimension, j'allais dire, géopolitique? Pourquoi je vous dis ça? Voilà, parce que d'un côté, il y a les États-Unis qui poussent pour de la dérégulation, et surtout pas de régulation, et l'Union européenne, qui elle d'ailleurs tient mordicus, et l'a imposé d'ailleurs à Meta, qui a voulu sortir son dernier IA en tout cas, et la possibilité de converser via WhatsApp, parce que je rappelle que Meta avait racheté WhatsApp et Instagram, je crois que c'était 19 ou 20 milliards de dollars à l'époque. Non, c'est 5 milliards de dollars pour WhatsApp. Instagram, je crois que c'était un peu plus. Ouais, c'était un peu plus donc combiné, mais bref. En tout cas, voilà. Et puis, ils ont dû se plier aux exigences de l'Union européenne, c'était la semaine dernière. Donc, pour être tout frais. Donc, est-ce que ça veut dire que nous, au Maroc, on a ce côté atlantiste? On va pas vouloir se fâcher avec Donald Trump et Elon Musk. Voilà. Je pense. Puis d'un autre côté, on a beaucoup de notre data. Pas que personnel, mais aussi personnel, qui transite beaucoup avec l'Union européenne. Est-ce que là, il y a un point d'interrogation sur le choix technologique et sur le cadre juridique et l'orientation philosophique qui va être prise? Franchement, je pense qu'il n'y a même pas débat. Je pense que le choix technologique a déjà été fait. On est plus mindset américain qu'européen. Donc dérégulation. Dérégulation à fond. Donc ça veut dire que une IA qui serait un cadre juridique pour l'IA qui serait plus ou moins restrictif, en tout cas, c'est ce qui se fera pas chez nous. Non, c'est cette notion de encore une fois liberté. Moi, c'est mon opinion à moi. C'est vraiment mon opinion. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est gentil. Moi, je suis pour la libération de la donnée. C'est vraiment qu'elle circule, qu'on l'utilise, sans barrage, Et justement, le barrage, c'est son utilisation éthique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engagement des utilisateurs de cette IA. Et donc, on doit savoir exactement comment elle sera utilisée, comment elle est utilisée, quelles sont les pénalités derrière, comment je suis protégé. Et c'est ça, en fait, moi, je ne comprends pas comment on veut rouler en Ferrari en limitant l'essence. C'est pas possible. Aujourd'hui, on le voit après plusieurs années. C'est-à-dire en limitant le carburant, la consommation d'essence, ou avec le limitateur de vitesse? Limitateur de... Je sais pas, parce que la vitesse, il y a le carburant. Plus ou moins. Mais on le voit aujourd'hui. Les plus gros, ceux qui sont hyper avancés sur l'IA, c'est, comme par hasard, les États-Unis et la Chine. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas de limitation de la donnée? Je me suis rendu compte que les plus avancés en matière de caméras de surveillance à reconnaissance faciale, c'était pas les Américains, c'était pas les Chinois. Contre certaines idées reçues, c'était les Anglais. D'accord. Parce qu'ils l'ont expérimenté massivement depuis le JO de 2012. Donc, en fait, eux, ils sont parfaitement rodés. Est-ce que la CNDP, on faisait référence à cette commission nationale de protection des données à caractère personnel, est-ce que c'est elle de prendre le lead là-dessus et d'aller au-delà d'être interpellatif ou lanceur d'alerte entre guillemets, mais c'est effectivement c'est elle qui devra demain aussi assurer la protection des citoyens et de leurs données personnelles, parce qu'il faut bien que ce soit porté aussi par une institution. Je pense que c'est un organisme qui a été créé pour ça. Maintenant, il va falloir en toute humilité, je ne connais pas très bien l'organisme en interne, mais j'ai l'impression qu'il va falloir se mettre à jour, même s'il y a des lancements d'alerte il y a quelques temps sur l'utilisation de l'IA, mais il va falloir être un peu plus présent sur le débat public. Moi, ce que j'attends de la CNDP aujourd'hui, c'est d'être présente au Parlement et de parler de ce sujet-là de manière ouverte et de dire qu'est-ce qu'on fait concrètement, quelles sont les lois derrière ça. Est-ce qu'on a besoin aussi d'entendre la voix VOX du corps sécuritaire là-dessus, de la DGSN, par exemple? Parce que je rappelle que la CNDP, d'ailleurs, a signé avec une convention, un protocole d'accord avec la DGSN sur ce sujet-là. Absolument. Dans le cadre de la dématérialisation. Je vais y arriver. En fait, c'est dur, le ramadan. J'ai assisté à un débat sur ça à l'UNSISP. Et ce qui était magnifique, c'est la première fois que je voyais la DGSN qui était là
pour parler justement de l'utilisation de la donnée. Et donc, ça m'a rassuré quelque part de voir qu'ils étaient déjà conscients de cette problématique. Et de voir la DGSN parler, s'exprimer à visage humain, c'est ça? À visage humain, c'était magnifique. Voilà. Donc, est-ce que là-dessus aussi, ça sera important selon vous, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, que la CNDP, vous dites, se mette à jour, c'est ça le terme que vous avez envoyé? En fait, mais que la DGSN aussi puisse prendre le lead pour s'exprimer. Pour moi, il y a un point commun entre tous. C'est le citoyen. Donc, on doit réfléchir à ce que toutes ces technologies qui sont là soient mises en place tout en pensant à la liberté et à la protection du concitoyen. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans des dérives où ces données-là, où cette IA va faire des interprétations, parce que c'est ça ce qui m'inquiète, moi, en réalité. Des interprétations, c'est l'IA qui va le faire ou c'est les hommes, c'est l'intelligence humaine qui va faire des interprétations de ce qu'aura produit l'intelligence artificielle? Oui, c'est les deux, en fait. Il y a une première étape, c'est l'interprétation de l'IA. Et puis, si l'humain il dit, ok, je suis d'accord avec ça, boum, et peut-être c'est une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce qu'il va y avoir des erreurs. C'est juridiquement, qu'est-ce qu'on fait? Tout dépend de la proportion d'erreurs, c'est ça, en fait? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, en fait. Ouais, d'accord. En tout cas, vous, Quix, vous avez déjà dès le départ, c'est l'anonymat de la compétence, et la compétence en termes de ressources humaines. Ouais. C'est très difficile, par ailleurs, très difficile de faire adapter ça aux entreprises. J'imagine. Mais on y va pas. On est encore une start-up, bien sûr. Mais vraiment, notre mindset, c'est d'utiliser, encore une fois, la donnée des compétences disponibles, des doléances des entreprises, tout ça de manière anonyme pour construire un écosystème qui soit transparent pour tout le monde. Et ça fonctionne pas trop mal, a priori, quand on arrive à faire des levées de fonds de millions de dollars, c'est 2 millions, 1 million. 1 million, j'ai dit 1 million, 1 million, c'est là. 1 million de dollars. Ouais. Donc, juste dernière question à Maître Yati. C'est ceux qui sont inquiets, qui tirent la sonnette d'alarme, c'est virage techno, sécuritaire, il va falloir rééquilibrer entre sécurité et liberté. Est-ce que vous leur dites quoi? Ne soyez pas inquiets, soyez inquiets, soyez beaucoup plus actifs, proactifs dans le débat public? Moi, personnellement, je suis pas inquiet, mais je comprends qu'ils sont inquiets. D'accord. Voilà, parce que quand on connaît pas le sujet, on a vraiment l'impression de passer dans une nouvelle ère technologique où finalement on bafoue totalement la liberté des concitoyens. Alors que, en fait, en réalité, si on trouve le bon équilibre, que cette IA finalement de vidéosurveillance est là pour protéger le concitoyen. Donc du coup, c'est une histoire de sécurité. Et c'est vraiment ça le sujet. Finalement, c'est comment je vais expliquer, je vais marketer ce sujet-là. Mais en réalité, on en parle aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui en parlent encore. Mais il faut qu'on en parle beaucoup plus. Beaucoup plus. Et se dire qu'il n'y a pas de... Non pas pour sonner une alerte, mais plus pour dire on est en train de faire les choses concrètement pour que ça soit bien fait. Basculement, dernière question, Amir Riyati, basculement de Maroc aussi, très souvent dit. Il y a un basculement d'un monde à un autre. Est-ce que d'un Maroc à un autre, à savoir que jusqu'à présent, c'était essentiellement la chaîne de surveillance de nos territoires, qui a toujours été très efficace, globalement et performant, c'était la chaîne humaine. Voilà, maintenant ça veut de la caméra, ça veut dire est-ce qu'on change d'époque, on change d'air aussi, et on change de développement. Moi, je pense que ça sera fait de cette manière, et après peut-être que je me trompe. Moi, je pense que ça sera vraiment la combinaison des deux, c'est-à-dire que il y a toujours le va toujours être là, et donc du coup, ce qui serait intelligent, c'est que cette IA finalement qui booste, qu'est-ce qu'elle fait cette IA finalement, c'est qu'elle va plus vite que n'importe qui. Elle va sortir des informations qui sont précieuses, qui doivent être double-checkées avec Muqaddam. Et à ce moment-là, je pense qu'on a un système qui est incroyable, qui est unique au monde. Donc, combinaison entre intelligence artificielle, ces caméras de surveillance, dotées de reconnaissance faciale, donc de la tech, c'est bourré de tech. Exact. Je crois qu'elle n'est pas marocaine, cette tech-là. Par contre, c'est la data qui va être collectée, qui va être marocaine, mais pas la caméra et pas la... Mais la base, de toute façon, est toujours la même. Aujourd'hui, on utilise je sais pas si on peut dire les noms, mais c'est des Amazon, des Azure, des Google, qui sont aujourd'hui les mastodontes de ce qu'on appelle l'OpenAI, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est là où on va développer des cas d'usage, mais la base, elle est toujours dans ces serveurs-là. Donc, il n'y a plus personne qui va développer son propre truc, parce que ça coûte un argent fou.
Et donc, du coup, tout est développé sur ça. Et si on parle de start-up marocaine, on est quasi C'est pour ça qu'il y a sûr toujours que ces deux offres entre l'offre américano-américaine et l'autre offre sino-chinoise. Exact. Et donc certains considèrent qu'il n'y a pas qu'à choisir entre liberté et sécurité, qu'il va falloir peut-être aussi choisir entre américains et chinois en matière de technologie et d'intelligence artificielle plus particulièrement. Exactement. Merci beaucoup, Amit Riati. Merci, avec éclairage. grand plaisir. Alors je sais pas si c'est à vitesse, à C'est la vitesse de la Quix avec lumière, toi. Quix, voilà. Non, en tout cas, c'était pertinent, c'était intéressant. Merci C'est une fois de plus génial. d'avoir participé à l'émission 7e Sens sur ces enjeux, installation de caméras de surveillance, Exact. dotées de reconnaissance faciale, liberté réduite ou sécurité un peu plus garantie, un peu plus... Exactement. un Moi, peu je plus dis juste sûr. qu'il ne faut Bon. pas sacrifier la liberté pour la sécurité. Et donc, il faut trouver un équilibre parce que quand on sacrifie l'un pour l'autre, en général, comme j'ai dit tout à l'heure, on risque de perdre les deux. Merci en tout cas à vous. À très Merci vite. beaucoup Et pour puis bonne l'invitation. route et bonne chance à Quix pour lever ce futur. C'était Inch'Allah. $1 million la première fois, donc ça va être un peu plus là. Vous Inch'Allah. visez quoi? Vous avez 2, 3, 4, 5 millions de dollars? On verra d'ici là, mais ça sera aux alentours. Ouais. Merci en tout cas infiniment à vous et bonne Merci chance beaucoup. surtout. Merci beaucoup pour l'invitation. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.